Voilà. Bonjour, alors bienvenue dans la présentation de ma thèse que j'ai voulu faire sur un sujet qui me passionne, qui est la digitalisation du secteur non-profit. Alors pourquoi ce sujet? Il s'enracine pour moi dans un double intérêt personnel. D'abord, les enjeux de société et de l'innovation me passionnent et dont celui du numérique. C'est lié aussi avec mon parcours, puisque depuis 20 ans, la notion de bien commun m'anime et j'ai eu la chance de pouvoir l'exercer dans différents domaines. Donc, j'ai monté des médias, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Et j'ai voulu creuser ce sujet aussi parce que j'ai été pendant quelques années la directrice dans une agence de web médias et j'ai accompagné à la fois des grands groupes et des ETI, mais aussi des petites structures du monde de l'associatif ou du social. Et je me suis rendu compte du gap énorme qu'il pouvait y avoir entre ces structures qui avaient les ressources pour faire face et puis les autres. Donc déjà, ça m'a intéressée en plus de mon ADN, on va dire, de base pour ce secteur. Et ensuite, j'ai été alertée par deux autres petites choses, on va dire. La première, c'était que je reçois, comme beaucoup de monde, un tas de courriers comme celui-ci, comme ceci, qui proviennent des différentes organisations ONG, NCO, notamment beaucoup en fin d'année avec les goodies qui vont bien et les stylos et les petites étiquettes, etc. Et d'un autre côté, j'ai assisté à une conférence fin 2021 qui parlait de une modification sociologique, une évolution sociologique et que la génération notamment des boomers allait être remplacée par une génération qui était forcément plus digitalisée. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je me suis intéressée à ce sujet. Alors, j'ai bien conscience que mon sujet va vous sembler peut-être très macro par rapport à d'autres sujets que vous avez vus, mais moi, ma finalité, c'était de comprendre un peu comment fonctionnait en termes de digital ce secteur du non-profit pour pouvoir modestement contribuer au secteur. Euh, voilà, et je suis actuellement d'ailleurs en poste à la Fondation Perce-Neige, où je travaille sur ce sujet-là. Donc vraiment, ma thèse s'inscrit dans ce projet personnel et professionnel. Alors, ce que je viens de dire, c'est comment on passe d'un bousculement générationnel qui est prévu donc en 2026, où les générations X, Y vont donner davantage que les générations précédentes. Et donc, comment on va passer de ce marketing direct à de la collecte de fonds. Alors, euh, j'aurais pu m'intéresser uniquement à la partie fundraising, donc collecte de fonds à proprement parler, mais j'ai souhaité élargir mon sujet parce que je me suis vite rendu compte que en fait, la digitalisation du secteur du non-profit ne concernait pas uniquement la collecte de fonds, mais bel et bien en fait aussi l'ensemble de la structure, notamment de l'organisation des structures non-profit, mais aussi la mesure d'impact qu'on va voir qui a un rôle stratégique dans ce secteur. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du secteur non-profit? Là encore, j'y ai vu beaucoup de choses un petit peu différentes en termes de structure. On parle de euh, pardon, les OBNL, les organisations à but non lucratif. Donc, elles répondent à 6 secteurs, à 6 points importants. Euh, Sachant qu'effectivement, dans le secteur, il y a aussi des débats internes pour savoir qu'est-ce qui est non lucratif. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'économie sociale et solidaire, où il y a aussi des SA, des SARL, mais j'ai évacué ces données-là
pour me concentrer sur les OBNL, donc les organisations à but lucratif, qui, on va passer rapidement, mais qui, on a un objectif social, l'absence de profit, une gouvernance, un statut juridique qui est généralement en association loi 1901, mais pas que, du financement justement sur le lever de fonds par des subventions, des dons et des cotisations, et puis la présence d'énormément de bénévoles. Donc, les structures qui sont concernées par le monde du non-profit sont les associations, les fondations, les ONG, les coopératives et les mutuelles. J'ai travaillé ensuite en entonnoir parce que effectivement il y a énormément de structures. Par exemple, les associations, on en compte 1,4 million en France, mais seulement 144 000 ont des salariés, par exemple. Et une partie seulement, et ces structures employeuses concentrent 92,5% du budget, et le secteur de l'humanitaire, de social et de la santé concentre 58% des ressources. Donc on voit bien là que, en fait, dans le secteur, on a énormément d'acteurs. On a énormément, par exemple, d'associations aussi sportives. On connaît tous des associations sportives autour de nous, mais celles-ci concentrent pas l'ensemble des budgets. C'est vraiment le secteur de l'humanitaire, du social et de la santé qui concentre la majorité des budgets et qui vont avoir une politique importante sur la digitalisation de leur structure. Donc sur les budgets, donc on l'a vu, 58% des budgets sont concentrés sur cette action humanitaire, sociale et santé. Il y a aussi la défense des droits et des causes qui concentre 8%, l'enseignement, la formation, l'insertion 13%, et le sport 12%, même si voilà, elle concentre 25% des associations des associations employeuses. Alors, l'écosystème du non-profit, cette étude m'a aussi permis de comprendre, d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ces acteurs, d'un secteur que, même si je l'avais appréhendé dans mon parcours professionnel, je connaissais relativement peu. En tout cas, j'y avais pas été de plus près dans le système. Donc, j'ai notamment assisté à un salon à Paris qui s'appelle la FNAC, qui est le salon des fédérations nationales des associations et des fondations, dans lequel j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui m'ont permis de mieux comprendre. Donc en fait, l'écosystème est organisé comment? Donc, il y a les mastodontes. On a vu qu'ils étaient concentrés. 56% des grosses associations concentrent 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est un secteur qui est très concentré, avec des gros acteurs tels que la Croix-Rouge française, les Restos du Cœur, les Secours catholiques, la FM Téléthon, ce type de structure qui concentre une grande partie des budgets. De nombreux prestataires qui sont aussi très spécialisés sur ce secteur. Donc ça m'a surpris aussi de voir à quel point il y avait tout un écosystème de prestataires ultra spécialisés, notamment sur la levée de fonds. Et puis des têtes de pont qui à la fois sondent un petit peu le secteur pour savoir quelles sont un peu les grandes tendances. Je pense notamment à France Générosité qui sort chaque année pas tout chaque année, mais tous les 2 ans, 2, 3 ans, une étude sur l'état des dons en France, mais aussi un certain nombre d'autres têtes de pont, notamment l'Association française des fundraisers, qui est organisée pour mutualiser leur savoir-faire. Sachant que dans ce secteur-là, on va le voir plus tard, c'est un secteur qui est complètement ce que je disais en préalable par rapport à ma propre expérience, qui ne s'autorise pas, en tout cas, à dépenser autant de ce qu'il pourrait faire et d'investir dans ce secteur. C'est un peu un secteur à la traîne. Et donc, les têtes de pont ont un rôle primordial pour engager des politiques ambitieuses sur le sujet de la digitalisation.
Il y a aussi des outsiders. Alors là, j'en parle rapidement et je reviendrai aussi là-dessus. De gens un peu comme dans le marché du non-profit où on a des startups qui un peu vont disrupter certains marchés. Alors là, on a des acteurs comme Café Joyeux, par exemple, qui est ce café qui est servi par des handicapés moteurs, ou Lazare qui fait de l'habitat inclusif avec des SDF. Ces gens-là vont avoir une politique disruptive qui va aussi interroger les mastodontes. Alors, les enjeux du non-profit, ils sont de trois ordres. Ressources financières, ressources humaines, mesures d'impact. On en a déjà parlé un petit peu. Sur les ressources financières, en fait, on a un désengagement. On vit le secteur du non-profit traverse une période charnière marquée par une transformation profonde de ses modèles de financement, notamment par le désengagement progressif des pouvoirs publics et une concurrence accrue sur la partie financière. Euh, la Croix-Rouge avec les Restos du Cœur, avait été sortie du bois entre guillemets à l'automne 2023 pour dire à quel point ils étaient désorientés. Et ça avait beaucoup choqué euh, le, le, la population de voir que même la Croix-Rouge est aujourd'hui la plus grosse organisation du non-profit en France, avait des soucis par rapport à des engagements des pouvoirs publics. Il y a bien sûr, l'inflation n'a jamais été aussi haute, ça on le sait, et donc il y a une hausse des coûts en parallèle qui atteint leur efficacité. Une concurrence accrue sur le marché, notamment pour tout ce qui est subventions et une difficulté en fait à avoir des subventions. Euh, et on l'a vu, et on va le voir aussi, une évolution sociologique des donateurs. Donc sur l'évolution sociologique, j'en ai parlé en préambule par rapport à ce que à la conférence à laquelle j'avais assisté là-dessus et qui m'avait profondément marqué, c'est que la révolution sociologique donc est en route pour la digitalisation de ce secteur, puisque les dons des jeunes générations seront plus nombreux que les précédentes en 2026. Sur les ressources humaines, en fait, il faut savoir donc que le monde du non-profit euh, est basé aussi beaucoup sur la capacité à pouvoir mettre en place ces politiques à travers les compétences des salariés et avoir aussi des bénévoles. Le souci, c'est que ce sont des populations qui sont très fragilisées et qui n'échappent pas non plus au burn-out, engagées en cela, enfin accentuées en cela par le fait que leur mission, ils ont en face d'eux des gens qui ont besoin d'eux et donc du coup la difficulté de pouvoir assurer leur service les fragilise énormément et puis d'avoir une marque employeur efficace. Il faut savoir que les salariés et les bénévoles passent énormément de temps, par exemple, à collecter, par exemple, les informations. Quand ils partent en mission, de faire des rapports et on va voir comment la digitalisation peut aussi les concentrer sur quelque chose qui est plus dans de libérer du temps pour des choses qui sont plus essentielles. D'ailleurs, Pierre-Marie Boutet, dont j'avais assisté à une conférence très intéressante à la FNAC, qui est advisor chez Salesforce pour le data non-profit, soulignait que l'IA va peut-être supprimer des postes, mais dans le monde du non-profit, ça servira sûrement à alléger la charge de travail des salariés et des bénévoles épuisés par les manques de ressources. Donc c'est quelque chose d'assez positif si tant est qu'elle soit adoptée par les différentes structures. Les freins à la digitalisation, ils sont nombreux. Donc on l'a vu, c'est un secteur qui peine à mettre en place
des politiques ambitieuses sur la digitalisation. Les freins, ils sont de 4 ordres, ils sont humains, un manque de compétences numériques qui représente l'obstacle le plus significatif. Et ça, je l'ai vu aussi quand j'étais directrice de clientèle. J'avais du mal, en fait, à, à transmettre mes idées sur des choses qui étaient pour eux, par exemple sur le SEO ou sur le SEA, des choses qui étaient pas forcément aussi prégnantes et aussi présentes qu'un site internet ou qu'un prospectus. Ils sont perdus dans l'offre pléthorique d'outils numériques et ils savent pas à quel sein se vouer. Il y a en financement le souci de ne pas consacrer du temps, de l'argent aussi à cette partie-là et d'activités stratégiques above all, j'allais dire au-dessus de tout, qui freinent la digitalisation. Il y a aussi le sophisme des frais de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? J'ai voulu insister un petit peu là-dessus, ce qu'on appelle aux États-Unis le non-profit starvation cycle. C'est le fait que en France, particulièrement, on est très frileux et les donateurs challenge pas mal sur le pourcentage de fonctionnement. En fait, les donateurs, basiquement, ils voudraient que 95% de leurs dons soient consacrés à l'action. Or, on sait que c'est pas possible et il faut vraiment se libérer de ça pour engager des politiques ambitieuses. Les enjeux de la digitalisation, elles sont de 5 ordres. Faire connaître son association, donc ça c'est la première chose. On va voir comment le SEO et le SEA, le social, les social médias, l'influence va pouvoir faire connaître l'association. Mieux collaborer ensemble, animer son réseau, mieux gérer ses ressources, donc ça c'est sur la partie fundraising, et mesurer son impact. Je suis passée rapidement là-dessus, malheureusement la présentation ne nous permet pas d'insister beaucoup, mais la mesure d'impact est primordiale dans la mesure où c'est ça qui va convaincre en fait les parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics ou les donateurs, de la légitimité de l'action de la structure non-profit. Donc la transformation digitale en tant que telle. Donc elle concerne, je l'ai abordé tout à l'heure, l'organisation, le recrutement des salariés et des bénévolats et la levée de fonds qu'on appelle fundraising plus communément. Alors en fait, ce que j'ai vu, moi je l'ai même vu dans des grosses structures, en discutant avec différentes personnes et en faisant mes interviews, c'est que l'organisation, elle s'est faite de façon un petit peu empirique. Au départ, c'était du marketing direct, et puis on a adjoint un petit peu de communication, la libéralité dont je vais parler tout à l'heure, qui est un point important du fundraising, et tout ça s'est passé de façon un peu empirique. Aujourd'hui, on est sur une organisation 360 degrés, notamment pour avoir une politique omnicanale par rapport aux donateurs et pouvoir, comme toute autre structure, lui parler à travers différentes, à chaque point de contact avec lui et pas uniquement quelques fois par an au moment des campagnes de dons de fin d'année ou de campagnes de campagnes spécifiques, mais bien d'avoir une organisation 360. Donc là, je montre un petit peu les différents types de structures que j'ai étudiées qui travaillent par différentes organisations, soit par canal, soit par cycle de vie, soit omnicanal. Donc le recrutement salarié bénévolat, j'en ai parlé. Donc là, on parle un peu de la marque employeur. C'est comment la transformation digitale va pouvoir améliorer ce point-là. Je vais y passer rapidement pour me consacrer sur la levée de fonds, qui est le point principal et le point clé, parce que c'est le nerf de la guerre comme partout. Sans argent et on ne peut pas développer l'action des organisations du fundraising. Chaque année, donc j'en parlais tout à l'heure, l'Association française des fundraisers fait paraître une étude
Il y a une étude là qui vient de paraître fin de courant décembre. Généralement, elle paraît souvent stratégiquement à cette date-là, puisque c'est la date, la saisonnalité des dons est très forte à ce moment-là. Euh, donc, on voit dans ce graphe-là que, en fait, sur 8,5 milliards d'euros qui sont collectés chaque année, 5 milliards concernent les particuliers et 3,5 milliards concernent les entreprises. Une croissance qui est portée par 14% des foyers fiscaux français et on a malheureusement une baisse de dons en valeur constante. Donc la crise n'a pas aidé et on voit combien l'enjeu du fundraising, la digitalisation du fundraising est essentiel. Le graphe à droite montre toujours par une étude qui a été montée auprès des fundraisers, du métier de 480 fundraisers en 2021, quels étaient les métiers en fait qu'ils exerçaient. Donc ça paraît en ordre décroissant, donc partenariat, entreprise, grand donateur, événementiel, etc. Mais là, j'ai voulu insister sur les 4 secteurs que j'ai encadrés, qui montrent les points clés du fundraising dans un proche avenir et sur lesquels les entreprises, enfin les structures du non-profit vont devoir se focaliser. C'est le partenariat entreprise avec un boom des participations des mécénats grâce aux TPE et PME et donc mécaniquement une baisse des grands groupes et des ETI. Alors c'est un point assez essentiel. Pourquoi? Parce que dans la stratégie RSE des entreprises, de plus en plus, on sait que la génération, notamment la génération Gen Z, est principalement sensibilisée à avoir un métier qui soit, à avoir une fonction, enfin une mission. Et en fait, cette montée du boom du partenariat est liée aussi à la volonté de cette population-là d'avoir que leur entreprise ait une fonction, de bien commun. Les grands donateurs, qui est un secteur en devenir que la France exploite peu par rapport, notamment par rapport aux États-Unis. On a du mal à demander aux grands donateurs, c'est qu'eux qui représentent 1% des dons. Et il suffit parfois de quelques grands donateurs pour pouvoir couvrir une campagne. Le e-fundraising, on va y revenir après, et les legs et libéralités. Alors ça, c'est une notion que je ne connaissais pas, que j'ai connue en faisant cette étude. C'est tout ce qui est legs et libéralité, c'est tout ce qui est... alors c'est possible uniquement par les structures reconnues d'utilité publique et qui permettent de faire des legs de son vivant ou après sa mort auprès des structures. Ça peut être aussi, par exemple, des dons de maisons et des choses comme ça. Et c'est surtout par les notaires que ça passe. Mais comme la génération des boomers arrive en fin de vie, malheureusement, c'est un sujet qui devient prépondérant pour capter cette population-là. Malgré tout, le marketing direct n'est pas mort. Il présente encore 50% de la collecte, mais en fait, il va évoluer avec les évolutions technologiques et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et du big data pour affiner davantage la segmentation et la personnalisation des messages envoyés par courrier postal. Donc non, le marketing direct n'est pas mort, mais il va être plus affiné, plus personnalisé, ce que permet la digitalisation. Sur la part du e-digital, donc on a part du don en ligne qui atteint les 30%. On peut considérer que c'est encore un peu faible, mais qui est en croissance accrue chaque année, avec notamment l'apparition prépondérante des QR codes un petit peu partout pour arriver sur la landing page de dons. Il est à noter aussi que 45% des dons sont par prélèvement automatique. Donc ça, c'est un nouvel mindset de ce secteur-là. C'est-à-dire que pour assurer leurs revenus, de plus en plus d'associations passent par le don récurrent.
On a bien sûr l'essor du mobile. Ça, je je vais pas insister là-dessus. Ça me paraît voilà, se couler de source. Et les dons par SMS, notamment euh, pour les campagnes de crise. On l'a vu là à Mayotte récemment. Et donc ça marche assez bien sur des campagnes de crise. On a aussi la collecte de fonds sur Meta, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, les outils de la transformation digitale, bon, ils sont pas nouveaux, vous les connaissez. Le site internet en est la première base. Et ensuite, il faut développer des stratégies à la fois de search, de social media, d'influence et du data marketing. Notion que nous avons vue tout au long de l'année qui m'a permis d'affiner mon, mon discours. Le funnel de conversion, donc là je vois que le temps passe, donc je vais passer assez vite, mais une notion assez clé pour comprendre toutes les parties, enfin tous les secteurs sur lesquels les outils du digital vont opérer pour capter l'attention du donateur et pour jusqu'à développer la relation. On notera à ce titre que le coût d'un donateur pour remplacer ceux qui décèdent notamment est de plus en plus élevé. Il est entre 30 et 200 euros de recrutement et d'où la nécessité aussi de pouvoir garder les donateurs. Voilà, c'est ce que je disais, des coûts d'acquisition des nouveaux donateurs de plus en plus élevés. On parle de lifetime value des donateurs, c'est la valeur totale d'un donateur apporte à l'organisation sur toute la durée de vie, du don du donateur. Donc, il faut comprendre la volatilité des donateurs en ligne, segmenter pour personnaliser les interactions, adopter les pratiques e-commerce pour engager davantage, qui sont les clés de la fidélisation. Sur les outils digitaux, voilà, donc site internet, social marketing, SEO, SEA, data marketing. Sur le social marketing, donc on sait que Facebook est encore le média, le social media le plus important. Pour l'organisation, ça va être de choisir sa plateforme adaptée en termes de processisation, je sais pas comment, de process de de secteur. La création de contenus spécifiques, des publicités payantes sur les réseaux sociaux et l'engagement avec la communauté. Ça peut vous paraître basique, mais aujourd'hui, la plupart des structures sont parfois un peu perdues sur comment choisir leur social marketing. Et donc voilà, je privilégie par ce graphique, privilégier Meta et surtout la publicité payante, sachant qu'il y a une possibilité d'avoir par le AdGrants jusqu'à 10 000 euros chaque année. Il faut répondre à certains critères, mais qui aident à faire de la publicité sur le social marketing. Il y a aussi toute la notion de plaidoyer qu'on peut faire sur X, LinkedIn et aussi Instagram, et pour engager le dialogue sur Facebook et X. Le social giving, c'est une notion qui est assez spécifique à ce secteur-là, qui est une approche de networking professionnel pour engager notamment sur LinkedIn, pour avoir une approche plus personnalisée et relationnelle. Donc là, je vais citer l'exemple du cas Lazare qui m'a semblé très intéressant. Donc Lazare, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est une organisation qui fait de l'habitat inclusif avec des SDF. Et on voit sur ce visuel que ils ont un porte-parole digital qui a changé d'ailleurs récemment, qui est maintenant Aliénor de Santenac, mais qui était Loïc Ragnaud avant, et qui engage une communauté plus importante que celle de la propre association Lazare parce qu'elle est personnalisée. Donc on parle de porte-parole digital.
Le marketing d'influence. Donc là, vous allez avoir Selena cet après-midi qui va vous parler davantage de ce sujet-là aussi sur le non-profit. Donc, je vais y passer rapidement. Si ce n'est que le marketing d'influence, donc c'est un secteur dont doit s'accaparer ce secteur-là. Avec les stratégies d'ambassadeurs, je cite comme exemple Enfants du Mékong, dont les ambassadeurs, c'est-à-dire les bambous, les bénévoles qui partent en mission dans les pays d'Asie concernés, vont engager leur propre communauté sur l'association. Le display, alors là aussi, c'est quelque chose où le secteur est encore assez light, mais c'est quelque chose qu'il va falloir engager. Le search, SEO, SEA, donc ça c'est toute la stratégie donc sur le SEO qu'on connaît et qui vont atterrir sur la landing page avec la page de don. Qui est la page stratégique pour récolter des fonds, et aussi sur le SEA, donc j'ai parlé tout à l'heure de Google Ads là-dessus. Sur le data marketing, on sait l'importance du data marketing. En tout cas, les associations n'avaient pas forcément compris toute la révolution digitale qui allait se passer autour, et qui est en train de prendre ce tournant-là, de gérer davantage leur data. Sachant que l'impact du RGPD, ils ont dû s'y mettre à marche forcée un petit peu avec le RGPD, mais ça leur a permis de structurer leur data et de voir comment ils allaient utiliser ces bases de données. Alors, IA et non-profit, j'ai assisté à une conférence très intéressante, enfin à des conférences sur l'IA. Pareil, le secteur est en retard. Mais on a vu tout à l'heure à quel point notamment les bénévoles et les salariés pouvaient être fragilisés par notamment la récolte de mesures d'impact. Et donc l'IA va permettre de faire des fundraisers augmentés. Elle pourra faire, elle peut faire un certain nombre de choses et en prédictif et en génératif. Sur le prédictif, par exemple, pour ne citer que lui, on peut parler des donateurs. On a parlé des grands donateurs tout à l'heure, de l'importance des grands donateurs, et d'identifier, l'IA pourra permettre d'identifier quel donateur peut devenir un grand donateur. Voilà. Exemple parmi d'autres, mais il y en a de nombreuses. Sur les recommandations, sur l'accompagnement sur les structures à impact. Donc, il y a 4 étapes de la transformation digitale. Faire un diagnostic de l'existant pour savoir un petit peu ce qui existe. Identifier ses besoins en fonction aussi des ressources qu'a la structure. Partager une vision commune et déployer sa stratégie digitale. Je vais insister davantage sur ce graphe que je présente régulièrement, parce qu'il m'apparaît majeur dans la compréhension, parce que les organisations sont souvent démunies face à la stratégie qu'il faut engager. Et donc, comment on passe d'une stratégie d'organisation, quel est le projet, et ça c'est vraiment quelque chose à pas perdre de vue, en passant par le diagnostic pour arriver à une plateforme de marque et à le partage d'une vision, de code, de couleurs, de messages que l'on veut faire avant de passer au plan d'action et aux campagnes proprement dites. Voilà, donc la plateforme de marque, je vais pas y revenir, mais je voulais quand même insister là-dessus et le mettre dans un de mes slides pour dire à quel point elle était importante. Dans les perspectives du secteur, donc va avoir la poursuite de la montée du digital, l'essor du Donor Advice Fund, c'est-à-dire d'avoir sur quoi l'argent va être mis. Avec la transparence sur l'impact de la contribution du donateur individuel, quelle va être mon action, et donc ça le marketing la digitalisation va pouvoir permettre de personnaliser et de pouvoir donner au donateur concrètement ce qui va donner.
La diversification des sources de financement qui est liée, comme on l'a vu, à la baisse notamment de la présence des pouvoirs publics. Un transfert de richesse intergénérationnelle sur les libéralités avec le vieillissement de la génération des boomers. Le blend and giving et la Gen X, donc savoir comment on va pouvoir toucher cette cible et le retour des campagnes narratives et d'où l'importance du content marketing et de donner un peu du consistant à ce secteur. Voilà, merci pour votre attention.